Le M23, ce groupe rebelle qui, en tout cas selon plusieurs confirmations soutenues par le Rwanda, a fait son retour dans la partie est de la République démocratique du Congo. Depuis quelques jours d'ailleurs, le massacre ont repris dans cette partie du Congo. Est-ce que la République démocratique du Congo serait-elle en train de préparer une potentielle guerre ouverte contre son voisin rwandais si celui-ci refuse de retirer ses troupes du sol congolais? En tout cas, c'est une question, c'est la question pertinente que se posent beaucoup de médias et qui nécessite une analyse pointue pour comprendre si cela pourra être fait ou non. Il s'agira de l'analyse autour de cette question dans cette émission. Allez, on y va. Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. Salut, je m'appelle Jonas Mayala et je viens dans le cadre de la GOD Sud, encore pour nous présenter l'analyse autour du conflit rwando-congolais qui perdure depuis plus de 20 ans maintenant dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je vais nous rappeler rapidement l'objectif de la GOD Sud. La GOD Sud est une plateforme qui va nous aider à démocratiser la pensée sudiste, à démontrer aux sudistes qu'il est donc possible de développer leur parti, leur pays, grâce au potentiel qu'ils ont. Voilà. Je l'ai promis dans l'émission précédente que je viendrai pour faire une analyse sur une potentielle attaque de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Ça se dit sur le média et on veut analyser cette question très pertinente qui peut faire peur de est-ce que le Congo peut-il avoir le courage de déclarer ouvertement la guerre à son voisin rwandais? Si on ose se poser cette question, c'est suite à cette interview que le président Félix Tshisekedi avait accordée à la radio-télévision Top Congo. Voilà, et on va débattre là-dessus. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé... J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Eh bien, vous l'avez suivi. Le président Félix, lors de sa campagne présidentielle, en décembre dernier, ou même en novembre dernier, il a osé promettre aux Congolais qu'il serait prêt à déclarer la guerre au Rwanda s'il apprenait un mouvement de meurtre dans la partie est du Congo. Évidemment, ici, il parle d'un mouvement qui serait créé à partir des politiciens congolais. Mais ce mouvement, on sait très bien qu'il est aussi directement lié au M23. Et pourquoi alors, si le président Félix a promis qu'il déclarerait la guerre au Rwanda s'il y avait un seul décès dans la partie est
de la République démocratique du Congo? Était-ce un mensonge ou c'était juste une campagne sur laquelle d'ailleurs il a eu beaucoup de voix? Le président Félix Tshisekedi est passé haut la main dans les derniers scrutins organisés dans le pays. Est-ce que c'était un mensonge? Est-ce que c'était juste une façon de se faire aimer du peuple congolais? Pourquoi un président irait-il à faire ce genre de déclaration si c'était juste un coup de bluff? Maintenant, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans le média, il y a beaucoup de critiques à son encontre à cause de cette interview. Nous allons tous ensemble essayer de comprendre pourquoi ou comment un président peut déclarer la guerre à un autre pays. Il faut déjà savoir que sur le continent africain, ça fait hyper longtemps qu'un pays est entré en guerre ouverte avec un autre pays. C'est souvent des groupes rebelles contre des armées régulières et ou soit des guerres civiles ou soit des guerres entre des groupes paramilitaires dans une certaine région sur le continent. Donc, la culture de la guerre entre pays africains ou même peut-être dans le monde, cette culture a été un petit peu oubliée depuis la fin de la guerre froide. Et c'est même une surprise aujourd'hui de le voir sur le continent européen, une guerre ouverte entre la Russie et l'Ukraine. Ce que Poutine au début n'avait pas considéré comme guerre, il avait appelé ça une opération militaire. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est une guerre. Alors pourquoi sur le continent africain, y aurait-il guerre entre États souverains? Le président Félix a fait cette déclaration et il a insisté. Il est allé jusqu'à dire, lisez bien sur mes lèvres, si seulement j'apprends un moindre mouvement dans la partie est du pays, je vais réunir les deux chambres en congrès et je vais demander l'autorisation pour attaquer le Rwanda. Mais quelques mois après, il a fait cette déclaration au mois de novembre et là, on est au mois de janvier, au mois de février, le M23 signe son comeback. Et le président Félix ne dit rien ou ne fait rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà comment nous comprenons les choses, ces enjeux autour de cette interview. C'est que, eh oui, si M. Félix va jusqu'à faire cette déclaration qu'il pourrait rentrer en guerre contre le Rwanda, ce qu'il compte sur un allié stratégique. Et cet allié-là n'est rien d'autre que la Russie. Il y a quelques années, la Russie et la République démocratique du Congo auraient, je ne donne pas de confirmation parce que l'ambassade de la Russie au Congo a démenti cette information, mais auraient passé un accord militaire pour fournir à la République démocratique du Congo du matériel militaire. Alors, c'est une information qui a été démentie. Pourquoi? Tout n'est pas faux là-dedans. La Russie n'a pas démenti toute l'information qui avait été donnée par Africa Intelligence. La Russie reconnaît avoir fourni en 2021 du matériel militaire à la République démocratique du Congo d'un poids de plus de 160 tonnes. Mais le média ou l'Africa Intelligence est allé jusqu'à confirmer, à dire que la Russie avait signé un contrat pour fournir à l'armée congolaise des hélicoptères. Des hélicoptères. Cette rumeur n'est pas totalement infondée, d'autant plus quand il s'agit d'un accord militaire entre la Russie et un pays. On peut aller jusqu'à s'imaginer que la Russie pourrait potentiellement fournir des armes, même des armes lourdes. Si nous confirmons que la Russie a fourni à la République démocratique du Congo du matériel lourd, c'est à cause de cette parole du président. À cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre.
Félix Tshisekedi dit qu'il ne vous inquiétez pas. Pour frapper le Rwanda, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol. Que nous pouvons frapper le Rwanda depuis chez nous. Cette parole, ce n'est pas un coup de bluff. Cette parole fait résonner que le Congo serait en possession des missiles de très longue portée. Et ça, ce ne sont pas les Américains qui ont livré ça au Congo. Ça serait potentiellement la Russie. Si l'ambassadeur russe sur le sol congolais a démenti cette information, c'est pour respecter les accords de Genève. La Russie n'a aucun droit de fournir ce type d'armement au Congo. Il y a des accords selon lesquels une grande puissance militaire comme les États-Unis ou la Russie ou la Chine ou la France doivent respecter avant de fournir du matériel de guerre militaire à certains pays. Mais pourquoi le président Félix fait cette déclaration si c'est faux? C'est que là, il y a quelque chose qu'il faut creuser. Et il dit, nous avons les capacités d'atteindre le Rwanda depuis notre sol. Il faut se méfier à ces paroles-là. Cette information du contrat militaire entre la Russie et la République démocratique du Congo est classée secret défense. Le média officiel n'a aucun droit de donner plus d'informations là-dessus. Aucune chaîne nationale congolaise ne s'est prononcée là-dessus parce que c'est un dossier très sensible. Très sensible. Très sensible. C'est qu'évidemment, effectivement, le Congo est en capacité de lancer une attaque contre le Rwanda. Mais si cela se produisait, ça pourrait se passer être en faveur de qui? Pour comparer entre les deux pays, leur capacité militaire, c'est que la République démocratique du Congo est en avance par rapport à l'équipement militaire. Les effectifs, les budgets de l'armée, les avions de chasse et tout le reste, la République démocratique du Congo est largement en avance et c'est normal. Voir la taille de la République démocratique du Congo face à celle du Rwanda, le rapport ne peut être à l'avantage du géant congolais. Mais seulement, côté organisation, le Rwanda, l'armée rwandaise serait super bien organisée que l'armée congolaise. Mais est-ce que ça va jouer si les deux pays décident d'entrer en guerre? Donc, il faut comprendre ici que le Rwanda est le protégé des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un détail très important qui peut même définir si M. Félix a l'intention de déclarer la guerre au Rwanda. Dans l'émission précédente, j'ai expliqué un petit peu pourquoi la communauté internationale ne dit pas grand-chose sur l'agression rwandaise au Congo. C'est tout simplement, le Rwanda est une base arrière qui permet aux Américains et aux Britanniques d'étendre leur influence dans la partie. Oui. Les États-Unis d'Amérique sont en accord avec le Rwanda, non seulement sur la question de la République démocratique du Congo, mais ça va au-delà de cela. Ça va jusqu'à couvrir toute une zone de l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. C'est à partir du Rwanda que les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni contrôlent la région. Et donc, jusqu'ici, ils sont en accord. Et donc, le Congo ne peut pas se décider du jour au lendemain d'attaquer le Rwanda sans tenir compte de cet aspect de choses. Si le Rwanda est en guerre, le Rwanda se fera potentiellement aider par les États-Unis d'Amérique ou le Royaume-Uni. Et d'ailleurs, le matériel de guerre qui sont utilisés sur le sol par le M23, ce serait des matériels livrés par les États-Unis d'Amérique. Et il y a des équipes d'investigation qui ont présenté un rapport comme quoi, ou des infos comme quoi, la livraison du matériel militaire des États-Unis vers le Rwanda passerait par le Pays-Bas. C'est pour un peu brouiller des pistes.
ça va aux Pays-Bas et c'est le Pays-Bas qui livre ce matériel directement au Rwanda. Ça, c'est tout à fait normal. Les grandes puissances utilisent ces techniques pour ne pas être facilement tracées. Et le Rwanda utilise des armes hyper sophistiquées sur le sol congolais. Il serait même en possession de missiles solaires qui font beaucoup de dégâts en RDC. Mais qu'est-ce que le président Félix est censé faire? Parce que là, le président souligne son amitié envers les États-Unis d'Amérique. Il faut savoir que depuis que le président Félix est président de la République, il a quand même bénéficié d'un bon soutien de la part des Occidentaux, notamment les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la France et leurs alliés. Et jusqu'ici, il sera en train de partager des très bonnes relations avec l'Occident. S'il décide d'attaquer le Rwanda, c'est mettre une croix définitive sur ces relations précédentes avec les États-Unis d'Amérique. Est-il prêt à sacrifier ses relations avec les États-Unis d'Amérique pour attaquer le Rwanda? Je ne dis pas non, je ne dis pas non plus oui. Mais tout récemment, il y a quelques jours, les États-Unis d'Amérique viennent de lancer ce que moi je vais appeler ici un baiser de la mort. Les États-Unis ont accusé le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié samedi, le département d'État américain a condamné l'aggravation de la violence et a appelé le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de ses positions actuelles autour de Saké et de Goma. Il a demandé au Rwanda de retirer immédiatement tout son personnel militaire de la RDC et de retirer ses systèmes de missiles surface-air. Dans cette vidéo, les États-Unis d'Amérique ont officiellement condamné le Rwanda en affirmant que le Rwanda était derrière le M23. Ça, c'est pour la première fois, de manière officielle, que les États-Unis d'Amérique reconnaissent que le M23 est soutenu par le Rwanda. Et sans diplomatie, c'est pas rien. C'est pas rien que la superpuissance reconnaisse finalement que cette atrocité est causée par le Rwanda. Donc, d'une certaine façon, la RDC se sent un petit peu soulagée. Mais ici, ce que les États-Unis viennent de faire, ce n'est pas leur première fois. Les États-Unis d'Amérique ont vu leurs intérêts très menacés. Tout récemment, il y a eu des manifestations un petit peu partout au Congo, jusque devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique, où les Congolais ont brûlé les drapeaux américains. Ça, c'est un sabotage. Ça peut être considéré comme un acte de guerre. Les États-Unis d'Amérique voient leurs intérêts dégringoler dans la région, dans le pays même. Craignant le sort de la France au Niger ou au Mali, les États-Unis d'Amérique prennent leurs dispositions. Parce que dans ces manifestations, on voit clairement les Congolais s'en prendre à l'ambassade américaine, placer les États-Unis d'Amérique en tête. Et le risque, c'est qu'on peut décidément chasser les diplomates américains du sol congolais. C'est que les États-Unis d'Amérique ne vont pas apprécier du tout. Pour protéger leurs intérêts, voilà, ils ont fait ces déclarations. C'est pour calmer les tensions. C'est pourquoi j'appelle ça un baiser de la mort. Les États-Unis d'Amérique peuvent à la fois dire ouvertement qu'ils ne sont pas contre, qu'ils ne sont pas pour une chose, et dans le sous-sol, encourager certaines actions. Et c'est ce qu'on voit en Israël, justement. Sur la place publique, les États-Unis d'Amérique essayent de négocier, de demander à Netanyahou d'arrêter son opération sur la bande de Gaza, ou du moins de protéger les civils. Mais dans le sous-sol, les États-Unis sont aux côtés, directement aux côtés de Tsahal, dans cette opération militaire sur la bande de Gaza. Est-ce que ce que les États-Unis d'Amérique proclament sur la RDC, c'est ça la vérité? Eh bien non. En diplomatie, non, ça ne prouve en aucun sens, ça ne prouve en rien que la déclaration officielle faite par les États-Unis d'Amérique veut demander au Rwanda d'arrêter ces hostilités si les États-Unis d'Amérique ont leurs intérêts cachés derrière ces atrocités. Et c'est pourquoi même le président Félix Tshisekedi a dit, quand le Rwanda, sur le plan diplomatique, a donné des promesses aux États-Unis d'Amérique qu'il cesserait
toute intervention ou toute aide accordée au groupe rebelle dans la partie est du pays, le président Félix, il a dit clairement dans cette interview, je n'y crois pas. Je ne crois pas à un seul mot sorti de la bouche de M. Kagame. Ce qu'il a dit là sont des engagements qu'il ne respectera pas. Donc voilà, nous sommes dans un monde où la diplomatie, c'est l'art du mensonge, de se faire passer pour le bon et l'autre le méchant. Mais sur terrain, c'est autre chose qui se dessine. Est-ce que ces mensonges, reconnus officiellement, que le président Félix connaît, peut-il le pousser à déclencher une guerre contre le Rwanda? D'autres questions vont encore se poser ici. C'est vrai qu'il sait que c'est un coup de bluff. Ce que les États-Unis d'Amérique ont déclaré, ce n'est pas une garantie que le Rwanda va retirer ses troupes sur le sol congolais. Mais est-ce que c'est la raison d'entrer en guerre contre le Rwanda? Encore une fois de plus, il faut bien réfléchir. Je vais nous ramener sur l'aspect économique mondial. Il faut savoir que l'économie mondiale est entre les mains des Occidentaux. Après la Seconde Guerre mondiale, ou peut-être même avant la Seconde Guerre mondiale, ou même avant la Première Guerre mondiale, le système occidental a façonné le monde, a façonné les commerces internationaux, ouvrant les barrières un peu partout dans le monde. C'est l'Occident qui a dessiné les cartes du commerce mondial en début du siècle dernier. Et le commerce dans lequel nous sommes aujourd'hui est basé sur un système purement occidental. C'est l'Occident qui définit les commerces mondiaux. C'est l'Occident qui retient, qui maintient ou qui est en tête du marché mondial. L'ouverture, le système financier mondial, le système bancaire mondial. C'est donc pour cette raison que l'Occident a autant de pouvoir sur le reste du monde, autant de pouvoir même dans les sanctions. Vous allez voir que si un pays refuse de s'aligner ou de s'aligner derrière les intérêts, derrière les ordres occidentaux, il peut être frappé d'embargo. Et les pays qui sont frappés d'embargo passent de moments très durs sur le plan économique. Tourner le dos aux Occidentaux, c'est prendre beaucoup de risques, en tout cas sur le plan économique. Et c'est pour cette raison d'ailleurs pour la Russie a pris son temps de se préparer avant de tourner le dos aux Occidentaux. Encore heureux, ici il faut le rappeler, jusqu'ici même le BRICS, les pays, le pôle qui est en train de servir aujourd'hui des contrepoids face à l'OTAN ou face aux Occidentaux, n'ont pas encore réussi à dessiner, à nous présenter un prototype prêt à consommer d'un commerce qui serait passé du commerce mondial ou du commerce du système occidental et qui pourrait bénéficier aux pays qui sont non alignés. Ce n'est pas encore fin prêt. Ce qui fait que lorsque un pays décide de s'aligner derrière la Russie ou la Chine et tourner le dos à l'Occident, prend le risque de s'engouffrer sur le plan économique. Parce que les pays africains, il faut se le dire, ce sont des économies extractives qui dépendent essentiellement de la vente ou de l'exportation de leurs matières premières, des ressources naturelles. Et ces marchés est justement dirigé par les Occidentaux. Le pays qui demande le plus les matières de l'Afrique, c'est la Chine. Mais la Chine est en plein dedans du système occidental. La plupart des entreprises qui sont basées en Chine, là, qui demandent ces matières premières, sont des entreprises occidentales. La Chine elle-même ne peut pas prendre aujourd'hui le risque de tourner le dos à l'Occident. Contrairement à la Russie, la Chine ne peut pas prendre les décisions qu'ont prises la Russie. Ça veut dire que la Chine a un objectif. L'objectif fixé pour 2049, c'est celui de devenir une puissance économique, pas une puissance militaire, une puissance économique mondiale en supplantant les États-Unis d'Amérique. Or, cet objectif ne peut être atteint que si elle continue à coopérer économiquement avec l'Occident. Il faut savoir que le premier partenaire commercial de la Chine, c'est l'Union européenne, avec laquelle les échanges sont d'ordre de beaucoup
de centaines de milliards d'euros viennent des États-Unis d'Amérique. Et donc, s'aligner derrière la Chine, sur le plan militaire, ça peut fonctionner, mais sur le plan économique, la Chine ne peut pas vous sortir du gouffre. Ce n'est pas encore prêt. La Chine n'est pas encore prête de porter les pays africains sur son dos pour les soulager des sanctions économiques que peuvent leur infliger les Occidentaux. Oui, si le Congo se dirige vers la Russie pour entrer en guerre contre le Rwanda, la victoire peut être certaine. Le Congo a beaucoup de chances de gagner. Mais si le Congo est placé en embargo, parce que là, le Congo va être considéré comme le pays un petit peu agresseur. Bon, les États-Unis d'Amérique peuvent décider de le considérer comme un pays agresseur. Et voilà, il peut y avoir des sanctions. Et s'il y a des sanctions, la Russie, la Chine ne sont pas encore prêts et capables de sauver les pays africains sur ce plan-là. Sur le plan militaire, oui, ils en sont capables. Les BRICS sont capables de protéger n'importe quel pays, même les États-Unis d'Amérique. Mais sur le plan économique, cela n'est pas encore arrivé. C'est en train d'arriver avec la création d'une monnaie autre que le dollar, avec des voies maritimes, des voies qui sont tracées comme on peut appeler dans le projet des routes de la soie de la Chine. Donc, ils sont en train de développer un système à la fois financier et économique qui ne va pas se baser uniquement sur le commerce occidental, sur le système occidental, mais qui peut fonctionner en autonomie. Tant que ce système n'est pas encore prêt, il est difficile pour un pays de tourner le dos à l'Occident et de survivre sur le plan économique. Et d'ailleurs, le grand conseil que nous donnons ici pour le pays du Sud, c'est d'arriver à développer un système qui peut faire de contrepoids et s'imposer face au système occidental. Ça, c'est possible. C'est comme ça que certains pays africains, notamment le Mali, le Niger, le Burkina Faso, on apprend qu'ils se retirent de certaines institutions, organisations de l'Afrique, parce que ce sont des institutions qui sont un petit peu parrainées par l'Occident et qui veulent marcher ensemble pour dire non, trop c'est trop à l'Occident. Ça, on peut le faire. On peut être un allié ou un partenaire économique et commercial comme la Chine face aux Occidentaux. Les Occidentaux négocient, traitent avec la Chine d'égal à égal. Les Occidentaux n'ont plus aujourd'hui le droit d'aller s'imposer sur le sol chinois en termes économiques ou commerciaux. C'est des partenaires qui se traitent d'égal à égal. Et c'est ça que nous voulons pour notre Afrique. Que l'Afrique atteigne le niveau d'être traitée, de se traiter d'égal à égal avec le commerce, dans le commerce mondial. Mais pour l'instant, tout pays qui décide de tourner le dos aux Occidentaux peut être frappé par cette réalité. Embargo, situation économique difficile comme ce qui se vit au Niger ou au Mali. Mais est-ce que Félix Tshisekedi est-il prêt d'accepter ces conséquences? Ça, c'est une question importante. Dans cette émission, moi, je ne dis pas que Poutine ou bien Félix Tshisekedi va attaquer ou non, mais tout est question de comment il va réfléchir. Parce que la déclaration des États-Unis d'Amérique n'est pas une garantie formelle que le Rwanda va se retirer complètement du sol congolais, d'autant plus que nous connaissons presque tous ensemble les intérêts de cette guerre à l'est du Congo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Je sais que vous allez aussi émettre vos avis, ce qui est très très important, des contre-avis et ça, des contre-propositions, et ça c'est important dans l'art de l'analyse. Chacun peut analyser en sa manière, mais ça c'était cette petite analyse que j'avais préparée sur la question de l'Est du Congo. Merci beaucoup, je fixe rendez-vous dans nos prochaines éditions. Portez-vous bien. Ciao. Qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.